pour s'être connecté à ce dernier webinaire dans le cadre du cours Les politiques numériques, le numérique et les politiques publiques. Donc aujourd'hui, nous allons avoir deux présentateurs, deux co-présentateurs, notamment Wendy et Mandiaye vont gérer ensemble le webinaire d'aujourd'hui. Mais si les deux co-présentateurs me le permettent, je voudrais partager quelques petites informations parce que les gens ont tendance à être beaucoup plus attentifs en début de séance. Si vous le permettez, Mandiaye, Wendy. Oui, Catherine, tu peux y aller. Ok, merci. D'accord. Donc, je voudrais revenir sur les quelques messages que j'ai déjà envoyés comme communication à travers la plateforme. Nous avons reçu vos complaintes et tous les couacs qui ont eu lieu, spécialement pour les tests du module 1. Je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses, comment dirais-je, au nom de toute l'équipe de l'IDEP. Ce sont des choses très fâcheuses, mais bon, avec la technologie, il faut s'attendre à tout. Nous avons essayé de corriger de notre côté. Nous avons essayé de corriger de notre côté. Et pour compenser un tout petit peu, nous avons réinitialisé tous les tests, tous les quiz du module 1. En plus de cela, nous avons diminué de 10% le minimum de score requis, qui est maintenant à 70% pour pouvoir obtenir son certificat. J'ai commencé à recevoir des commentaires pour l'obtention du certificat. Toutes les personnes qui auront le minimum de score requis auront le certificat. Je voudrais juste signaler que le cours n'est pas encore terminé, donc les certificats ne sont pas encore accessibles. En plus de cela, pour permettre aussi au maximum de participants de se rattraper, vu les désagréments qu'on a expérimentés dès le départ, la plateforme sera accessible jusqu'au 31 octobre. Je répète, la plateforme sera accessible jusqu'au 31 octobre pour toutes les personnes qui souhaitent se rattraper. S'il y a toujours des problèmes techniques à votre niveau, envoyez-moi un mail directement. Je laisse toujours mon adresse dans les messages que je vous envoie à travers la plateforme, catherine.lalire@un.org. Envoyez-moi un message directement. Envoyez aussi des captures d'écran si nécessaire et nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe et de le régler backwards. Donc, merci encore une fois tout le monde. Je n'ai plus besoin de représenter nos deux animateurs du webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais leur passer directement la parole pour que nous commencions. Merci. Ouverture. Oui, merci Catherine et bonjour à tout le monde. Donc, je suis très content de vous retrouver et en particulier parce que en termes d'affluence, on est à 110 personnes. Donc, oui, c'est beaucoup mieux que les deux premières. Donc aujourd'hui, vu l'objectif ou le thème, donc avec Wendy, nous avons décidé justement d'avoir une innovation où au lieu de mettre le focus, disons, sur ce que les présentateurs vont raconter, nous avons voulu, on va dire, laisser une bonne partie du temps pour pouvoir échanger dans la suite, puisque c'est le dernier webinaire. Comme ça, même s'il y a des questions sur ce que vous avez pu voir ou sur les questions de transformation digitale de manière générale. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'organisation pour aujourd'hui. Donc, moi, je vais commencer au début par, disons, un cadrage et quelques rappels techniques, théoriques plutôt. Et après, je vais présenter différents exemples concrets. Comme ça, vous allez avoir une idée globale de ce que ça veut dire. Et suite à ça, je vais passer la parole à ma collègue Wendy, qui va enchaîner et puis donc présenter, on va dire, certaines synthèses. Et puis après, nous pourrons, on va dire, être beaucoup plus interactifs cette fois-ci pour pouvoir, en fait, dans cette dernière session, s'écouter et puis au plus près comprendre, on va dire, les questionnements que vous avez et pouvoir certainement dans la suite sur la plateforme continuer à y répondre. Donc, nous allons au moins laisser, disons, 3/4 d'heure donc pour cette partie très interactive vers la fin.
Maintenant, cette interaction commence d'abord par le fait qu'on est distant, mais on peut être connecté. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous connecter sur la plateforme qui est devant vous. Donc, c'est facile. Si vous avez votre téléphone, donc, vous flashez juste le QR code qui est à gauche. Ou alors, si vous êtes sur ordinateur ou si vous avez n'importe quel navigateur, vous pouvez mettre aslide.com et puis il vous demandera un code, c'est UNIDEP 3. Donc, pour l'instant, il y a 12 personnes connectées sur 111 qui sont sur Zoom. On va essayer d'arriver au moins à une cinquantaine pour pouvoir s'assurer que voilà, il y a une bonne représentativité. Donc, je vous rassure, hein, quand vous allez vous connecter, ça ne vous coupera pas de Zoom. Donc, vous allez avoir tous les contenus et slides devant vous et vous pourrez directement interagir. Voilà, on est à 22. Donc, j'en profite pour rappeler un peu le thème. Donc, aujourd'hui, on va parler de politique numérique inclusive en Afrique et de tout ce qui est défis et opportunités. Voilà, pour rappel, mon nom est Mandiaye Ndao. Donc, on va commencer par s'assurer que vous êtes bel et bien connectés et que vous pouvez interagir avec nous. Voilà, la première question. Donc, vous pouvez réagir avec jusqu'à 3 mots-clés. Donc, on va voir un peu quel est votre état d'esprit ou votre humeur voilà, par rapport à la journée, mais surtout après 2, 3 semaines passées. Donc, et de manière générale, quel est votre état d'esprit? Juste pour savoir avec quelle énergie on démarre. Donc, ceux qui ne sont pas encore connectés, vous voyez ce que vous allez rater. C'est pour pouvoir écrire et partager avec nous. C'est simple, il faut se connecter. Donc, soit vous flashez le QR code qui est à gauche ou alors au-dessus. Donc, vous pouvez sur votre navigateur taper juste ahaslides.com comme c'est écrit devant vous. Et puis, il vous demandera un mot de passe, c'est UNIDEP 3. Bien sûr, aujourd'hui, c'est notre troisième et dernier webinaire, donc on veut beaucoup d'énergie. Donc, n'hésitez pas à réagir aussi avec les émoticônes. Comme ça, vous allez nous partager des émotions et tout ça. Bah, vous pouvez tester d'ailleurs. Euh, en réalité, c'est comme si on était sur un réseau social, hein. Vous pouvez liker, adorer. Après aussi, vous pouvez commenter. Donc, c'est les 3 niveaux qu'on a. Et en dernier ressort, comme je dis, on pourra après aussi permettre la possibilité d'ouvrir les micros et de parler. Et c'est le meilleur moyen d'avoir le maximum, on va dire, de contribution, parce qu'on peut écrire, parler et puis partager ses émotions. On est toujours à 37, donc il y a plus de 70 personnes qui sont encore sur Zoom et qui n'ont pas sauté le pas. Donc, je vous réinvite à nous rejoindre donc, avec le QR code à gauche en le flashant ou alors sur votre navigateur en tapant ahaslides avec s.com. Il vous demande un code, vous mettez UNIDEP 3. Merci pour l'énergie. Alors, donc, on voit que vous êtes plutôt joyeux. Donc, le mot le plus, on va dire, gros et qui est au centre, c'est le mot qui a été prononcé le plus par les gens qui sont là. Vous êtes contents, motivés, attentifs. Donc, ça c'est beaucoup d'informations pour Catherine et pour l'équipe de UNIDEP. Ça nous donne au moins une idée de quel est l'état émotionnel dans lequel les gens sont, même si on ne peut pas se voir actuellement en physique. Ça nous permet de savoir d'où on part. Puisqu'on va parler d'inclusion, bah, ça permet aussi de poser le sujet. Le fait de commencer par essayer de comprendre qui est dans la salle avant d'aborder dans le contenu et autres, bah, ça vous montre que on a mis les participants au centre, disons, de ce webinaire, plutôt que le contenu. Parce que j'aurais pu commencer en vous disant, on va parler de ci, ça. Non, on commence par savoir déjà qui est avec nous, comment vous vous sentez, ainsi de suite. Et donc, la question qui va suivre va encore dans ce sens.
Donc, si vous pouvez juste nous dire prénom, nom, et puis voilà, est-ce que vous êtes un professionnel public, privé? Voilà. Vous pouvez partager devant directement. Donc, c'est prénom, nom. Et voilà, si vous venez voilà, de la fonction publique ou si vous venez d'un privé. Donc, il faut tout mettre dans une phrase, si possible. Voilà, comme vient de faire Abba Abakar. Excellent. Euh, j'ai oublié de poser la question pour savoir un peu la répartition genre. Donc, mais bon, il n'y a pas de souci. On va laisser quand même le temps d'avoir quelques interactions. Je vais rajouter quand même cette question-là, elle est importante. Euh, euh, Oups, une seconde. Homme, femme, femme. Voilà, désolé. Hop, on était là. Contenu. Quelques secondes. OK, avant de parler de qui est dans la salle, je vous laisse terminer de nous dire un peu, voilà, qui vous êtes. Très bien. Donc, on a eu 29 participants. Donc, vous voyez, pour les prochaines fois, comment vous pouvez avoir une idée de qui est dans une salle par la puissance du numérique. Très bien. Alors, la répartition homme-femme, on va se contenter juste des pourcentages donc, pour savoir un peu. Parce que justement, on parle d'inclusion et donc a priori, dans la société de manière générale, il y a autant de femmes que d'hommes. Et même dans certains pays, comme au Sénégal, bah, on est à, je pense, 51% de femmes et d'hommes. Et c'est là où vous voyez apparaître déjà un type de gap. Et quand on parle d'inclusion, c'est de bien prendre en compte ce genre de sujet. Donc, on est dans une société à 50% constituée, disons, d'hommes et de femmes. Et pourtant, dans cette salle de formation, donc, où nous parlons d'inclusion, il n'y a que à peu près un quart de la salle qui est constituée de femmes. Donc, pour ne pas avoir de biais, cette problématique peut venir de deux choses, parce qu'actuellement, il n'y a que 53 personnes qui sont connectées. Il reste à peu près 60 personnes qui sont sur Zoom et qu'on ne voit pas. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sur Zoom et qui ne sont pas connectées. Donc, le premier message pour les femmes et de manière générale, pour aller dans l'inclusion, bah, c'est plus vous allez on va dire, vous signaler, être dans le participatif, vous connecter, et plus, on va vous prendre en compte au chapitre. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de femmes, peut-être qui sont sur Zoom, qui se connectent. Donc, je laisse encore une trentaine de secondes en espérant que les femmes vont rééquilibrer la balance. Donc, on va jouer à ce jeu un peu avant d'enchaîner. Donc, pour l'instant, il y a 28% de femmes. Oui, il faut tirer jusqu'à 30 les femmes. On va voir. Donc, il reste encore une fois une soixantaine de personnes qui sont en ligne et qui ne se, en fait, qu'on ne voit pas dans le vote. Donc, pour se connecter, c'est facile. Donc, il y a un QR code à gauche. Et sinon, si vous êtes devant votre ordinateur, vous allez juste sur votre navigateur et vous tapez ahaslide.com et il vous demande un code. Comme c'est marqué en haut, vous mettez UNIDEP 3. Voilà, je laisse encore une dizaine de secondes. Oui, on est à 29%. Donc, bon, on va laisser aux femmes quand même atteindre le minimum, donc les 30%. Et après, on passera. Alors, je sens qu'il y a des hommes qui sont en train encore de se connecter pour là, parce qu'on est retombé de 29,6. On laisse encore une vingtaine de secondes pour donner aux femmes qui nous et ne votent pas
on ne sait pas si elles sont là de présenter. Alors, c'est bon, on va passer à la suite. Très bien. Alors, on est à 28% nombre de femmes. Intéressant. Maintenant, on est dans une formation, encore une fois, qui est très internationale. Donc, ce serait bien d'avoir une idée sur les pays. Donc, le pays le plus représenté actuellement dans la salle, ou en tout cas en termes de vote, c'est le Togo, suivi du Sénégal et du Burkina Faso. C'est les mots qui sont en plus grands, qui ont été les plus prononcés, disons. Ah, le Mali vient de passer devant le Togo après 66 votes. Excellent. Donc, je vais rajouter juste une question, une seconde, sur la langue français, anglais. Donc, on va essayer de voir un peu quelle est la répartition dans la salle. Donc, il y a 53 francophones et 2 anglophones, par rapport à ceux qui sont connectés en tout cas. Alors, en termes de pourcentage, on a une salle à 95% constituée de francophones, après 68 votes. Très bien. Donc, le premier message, c'est que l'inclusion commence déjà par, quand on a un groupe, se poser cette question-là. Parce que on peut juste venir assez souvent et se dire, bon, c'est des francophones et avancés. Et c'est dans ce cas où, plutôt que de mettre l'énergie sur ceux qui sont majoritaires, vous allez le voir dans la suite, je vais passer beaucoup de temps à m'assurer que même s'il y a des contenus qui sont en français, pouvoir donner les bonnes informations pour que les interprètes puissent, en fait, comment on appelle ça, transcrire ou donner la bonne information aux personnes, ne serait-ce que parce que soit à l'écriture, ils voient de l'anglais ou du français, ainsi de suite. Donc, ça commence déjà par pouvoir qualifier qui est dans la population, parce qu'on ne dit pas juste la population, les citoyens. Et à partir de là, une fois qu'on a identifié des cibles et des segments, c'est bien se rendre compte que oui, il y a beaucoup d'hommes, mais à côté de ces hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a des personnes d'âge mature, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Et il y a des personnes en situation aussi de handicap ou en tout cas qui vont avoir, on va dire, certaines difficultés. Et donc, c'est de commencer par se dire que voilà, on n'a pas une masse homogène, on a plusieurs sous-groupes. Là-dedans, il y a des gens qui sont alphabétisés et en majorité, il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et donc, quand on fait, on va dire, des services ou en tout cas des politiques, ou par exemple, on fait tout sur de jolies plateformes avec des interfaces pour ordinateur, disons, et qu'on oublie qu'en Afrique, à peu près, en tout cas au Sénégal, 90% des gens accèdent à Internet via un téléphone mobile. Donc, quand c'est bien sur un grand écran, ils vont l'utiliser principalement sur des smartphones. Donc, il faut réfléchir à ça. Autre chose, l'essentiel des gens, comme je le dis, sont analphabètes. Au Sénégal, on est à plus de 50%, mais même ceux qui ont été à l'école, disons, il y a encore 25% qui, même ayant été à l'école, ne sont pas à l'aise, donc n'ont pas ce qu'on appelle le digital literacy. Donc, quand on communique à l'écrit et en tout cas dans les langues officielles, on a tendance à capter un tiers de la population qui peut lire ces contenus et autres. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a au moins 2 tiers
qui ne comprend pas ce qu'on est en train de dire ou qui, même quand ils sont devant, on va dire, les services qu'on leur propose, n'arrivent pas à bien les utiliser. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Donc, pour vous donner un peu plus la parole, maintenant, je vais vous poser la question suivante. Pour vous, c'est quoi la définition de l'inclusion? Vous pouvez vous exprimer à l'écrit. Et comme j'ai dit, dans la dernière partie, on laissera la possibilité d'ouvrir un peu plus les micros. Donc, nous ne cherchons pas, on va dire, des définitions de dictionnaire. Donc, vous pouvez en une phrase juste nous dire, voilà, comment vous le sentez. Et je précise une chose, j'ai mis la fonctionnalité d'anonymat. Donc, pour l'instant, on est en train de faire de l'intelligence collective, c'est-à-dire on voit ce que pense la salle, mais on ne sait pas si c'est tel ou tel qui a dit telle chose. Voilà, donc ça permet de laisser libre cours aux contributions et de pouvoir, voilà, en toute démocratie, justement, dire ce qu'on veut. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de filtre. Le seul filtre que j'ai mis, c'est pour éventuellement les gros mots, pour qu'avec une intelligence artificielle, qu'il les détecte et qu'il ne les affiche pas. Donc, on a plusieurs définitions. C'est donner, l'inclusion, c'est donner à tous les mêmes chances de participation et de réussite. Une approche concertée et participative, intégrer tout le monde. En anglais, inclusion means understanding. Oui, l'inclusion veut dire comprendre que le peuple est hétérogène et que leurs intérêts sont, leurs contraintes, leurs opinions et leurs perspectives ont besoin d'être pris en compte. Donc voilà, en effet, tout ça, c'est, disons, de belles définitions. Voilà. On vient d'avoir une cinquantaine de contributions. Et encore une fois, c'est ça la puissance du numérique. Imaginez si on devait séquentiellement donner la parole à chacun. En une minute, on ne peut pas faire parler plus de deux personnes. Et vous voyez qu'en le faisant de manière numérique, on peut faire ce qu'on appelle le multiplexage. C'est-à-dire, au même moment, il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. Tout est là, tout le monde peut le consommer. Et donc, voilà, ça, c'est l'intérêt, disons, d'utiliser ces modalités, mais de les mixer après aussi avec d'autres modalités, ne serait-ce que parce que je viens d'expliquer que tout le monde ne sait pas lire et écrire, donc il y en a qui seront peut-être beaucoup plus à l'aise avec l'oral. Mais voilà, ça vous laisse imaginer un peu tout ce qu'on est capable de faire via cet outil-là qui est numérique. Maintenant, pour vous, pourquoi est-ce que c'est important? Avant qu'on ne passe maintenant dans le vif du sujet. Comme ça, on va partir de votre perspective et adapter le storytelling, donc le narratif et tout ce qu'on va partager aujourd'hui à partir justement de votre perspective, puisque nous faisons ce webinaire pas pour des gens qui sont ailleurs, mais pour ceux qui sont connectés actuellement. Voilà, donc c'est parce que c'est un gage de transparence pour ne laisser personne de côté, pour des questions d'équité, pour assurer le bon niveau de vie à tous, pour une société équitable. Voilà, le mot équité revient beaucoup. On parle ici de maximiser l'impact pour ne pas avoir de laisser pour compte. Oui, ça c'est très important. Pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, avoir l'écoute, avoir un partage adéquat de connaissances. Ah, aujourd'hui, je suis très content avec l'interactivité. Vous êtes vraiment en train de nous envoyer beaucoup d'énergie. Merci, merci pour tout ça. Merci. Et je vous rassure, dans la deuxième partie, dans la deuxième heure, on vous laissera même beaucoup plus avoir accès au micro. Donc là, on essaie de dégrossir déjà avec la masse qu'on peut prendre à l'écrit et après pouvoir donner par exemple une minute ou deux pour que les gens puissent s'exprimer. Très bien, excellent. Voilà, vous avez compris pourquoi, non, ce que c'était d'un côté et pourquoi c'est important. Maintenant, on va y rajouter d'autres choses. J'ai synthétisé ici plusieurs défis clés qui sont liés à l'inclusion en Afrique.
Et ici, par exemple, on a plusieurs obstacles majeurs. Le premier obstacle, c'est que plus de 50% des adultes utilisent Internet, mais on a un écart qui reste marqué entre zone urbaine et zone rurale. Voilà, donc le chiffre de 50% donne une moyenne, mais peut-être que puisqu'il y a beaucoup plus de personnes dans les zones urbaines, c'est 80% qui sont non, disons, c'est 60% qui sont en zone urbaine et après il y a un pourcentage beaucoup plus faible, disons, en zone rurale. Il y a une pondération à faire, je veux dire. Et même ce chiffre-là, en fonction, on va dire, des pays, il varie. Donc, il y a une fracture numérique qui est persistante entre les gens et qui limite justement l'accès aux femmes aux technologies de manière générale. Et on a pu voir au début que malgré que UNICEF et les Nations Unies de manière générale promeuvent tout ce qui est équité, genre et autres, aujourd'hui au niveau de la salle, on a à peu près 30% de femmes. Et de l'autre côté, on se rend compte, pour ceux qui circulent dans les salles de formation en Afrique, quand vous allez dans les écoles et l'enseignement supérieur, il y a à peu près 60% de femmes qui sont dans les classes, dans les universités. Moi, j'étais directeur d'une école d'ingénieurs ici. Les 70% des élèves dans la salle, c'était des femmes, de manière générale. Maintenant, il y a ces questions-là, après maintenant, d'empowerment, de leadership féminin, qu'il faudra traiter et qui viennent à côté, justement, d'aspects technologiques. Donc, on a des infrastructures qui sont inégalement réparties aussi voilà, dans les zones. Et c'est simple. D'habitude, les opérateurs regardent là où il y a le plus de personnes qui ont les moyens de se payer la connexion. Maintenant, on va le voir plus tard. C'est la raison pour laquelle dans les pays, on développe aussi des agences ou des politiques de services universels. C'est-à-dire qu'il y ait, on va dire, des redevances collectées, qu'on puisse équiper en connexion donc les zones rurales ou ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire les zones où la connexion est très mauvaise, pour ne pas partir juste d'une perspective économique. Donc, il y a des défis liés au coût et les services numériques. Et c'est d'habitude des freins parce que, bon, là où quelqu'un qui est un peu plus nanti peut se le permettre, quelqu'un d'autre peut-être va se dire, voilà, je vais acheter de l'eau ou de l'électricité. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait que par rapport au, comment on appelle ça, à la pyramide de Maslow, quand on parlait d'habitude des besoins fondamentaux, pensait à l'alimentation, l'eau et autres. Aujourd'hui, la connexion, il y a beaucoup qui ont tendance à le mettre comme un besoin, comment on appelle ça, fondamental. Parce que il suffit de rester 1 heure ou 2 heures sans être connecté, vous allez voir que même dans votre corps, vous n'allez pas être bien. Après, comme je l'ai dit, il y a une diversité culturelle et linguistique qui complexifie l'adaptation, on va dire, des solutions numériques. Sans aller trop loin, en Afrique, si je m'arrête au Sénégal, il y a une vingtaine de langues et dialectes. À l'échelle africaine, c'est à peu près 1000. Donc, voilà. Donc, il faut trouver, on va dire, des moyens de pouvoir prendre en compte des fois des minorités ou en tout cas des langues ou des cultures qui sont pas suffisamment, on va dire, représentées. Et c'est tous ces défis qui limitent l'accès aux services essentiels, notamment à l'éducation et aux opportunités économiques. Ici, il est important, donc je voulais vous le mettre en une image, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Pour penser inclusion, il faut sortir de cette approche linéaire. On se dit juste que, voilà, on parle de numérique et que l'inclusion, ça voudrait dire donner la connexion aux gens. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, le fait de penser approche systémique, c'est justement de penser à tout ce qui est autour, disons, du problème principal. Oui, le numérique ouvre l'accès à la connexion, mais comme on le voit sur ce schéma, derrière la connexion, il y a l'accès aux banques, aux services financiers, il y a l'accès à la santé, à l'éducation, ainsi de suite. Et c'est là où un secteur comme le numérique, qui est transversal, est extrêmement important parce que même dans les zones où il n'y a pas de route, ainsi de suite, le fait d'avoir une connexion permet de pouvoir se soigner, ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'on parle d'inclusion, il faut passer d'une logique linéaire où on dit problème, cause à effet, à une approche systémique. Donc, où
on regarde en fait tout le contexte et l'environnement relié. Donc, ça va toucher la santé, l'éducation et autres. Voilà, donc je vous appelle à plutôt utiliser cette approche-là pour tous les exemples qu'on va donner dans la suite. Et donc, parmi ces systèmes, euh, donc, l'inclusion numérique, c'est un levier essentiel pour le développement durable parce que ça va ouvrir à tout ce qui est l'égalité des chances, parce que ceux qui ne sont pas, on va dire, physiquement atteignables, ou là, il n'y a pas d'école, avec des plateformes en ligne, c'est possible de faire cette inclusion. Un cas pratique, cette formation-là, s'il fallait venir à Dakar ou dans une certaine ville pour la faire, on n'aurait pas eu les 4 000 ou 5 000 personnes qui ont eu cette opportunité de la faire. Donc, on voit bien cette possibilité que donne le numérique. Donc, il y a des gens qui sont au travail, ainsi de suite, et qui peuvent soit venir en live ou utiliser la possibilité asynchrone. C'est que derrière le webinaire, après, il y aura un replay qui va être sur un site et on peut venir le consommer quand on sera disponible. Donc, ça peut permettre une amélioration des services publics essentiels. Donc, je vais donner des exemples après. Renforcer la participation citoyenne. Très souvent, on voit les systèmes de manière descendante, c'est-à-dire on a l'État qui parle aux citoyens. Donc, par inclusion, on entend aussi tout ce qui est bottom-up, c'est-à-dire partir des citoyens et de leurs besoins vers les administrations qui, normalement, sont là pour servir ces citoyens et remettre le citoyen au centre, au début et à la fin de toute l'action publique. Donc, ça permet de soutenir aussi les innovations locales. Je vais donner des exemples après. Éviter tout ce qui est exclusion et par rapport aux objectifs de développement durable, directement ou indirectement, le numérique permet, on va dire, de contribuer à l'achèvement de ces objectifs-là. Ensuite, on a commencé au début par parler des femmes. Donc, vous comprenez pourquoi. Dans une société à 50-50 de femmes, bah, dans ces salles, il y a 30% de femmes. Et c'est pourquoi on entend beaucoup de politiques publiques qui ciblent les femmes, qui ciblent les jeunes. Donc, pourquoi? Je redonne cet exemple au Sénégal, mais qui peut être extrapolé à l'Afrique. 50% des Sénégalais ont moins de 19 ans. 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Donc, on voit bien que ceux qui ont moins de 35 ans sont la majorité. Et pourtant, quand on regarde dans la société, ainsi de suite, on n'a pas tendance forcément à retrouver cette place-là. Donc, là, on parle de ceux qui sont les majoritaires, mais après, il y a de l'autre côté aussi tout ce qui est population marginalisée. Par là, j'entends les zones rurales, les personnes en situation de handicap ou les minorités ethniques, donc qui ont un accès limité souvent à certaines infrastructures et services numériques. Et c'est le fait de prendre ça en compte voilà, qui est le vrai sujet. Donc, la littératie numérique, c'est un mot qui est traduit, disons, de l'anglais, mais de manière très simple. Là où il y a 50 ans, on parlait d'alphabétisation, savoir lire et écrire et éventuellement compter. Bah, aujourd'hui, on parle de littératie numérique, c'est le fait d'être alphabétisé par rapport au numérique. Donc, quand on a certains besoins, pouvoir se connecter sur une plateforme, utiliser un téléphone, ainsi de suite. Et donc, normalement, ça devrait ouvrir des opportunités à plein de gens s'ils ont justement cette littératie. Et tenez-vous bien, il n'y a pas besoin d'être alphabétisé. J'en veux pour preuve WhatsApp. WhatsApp est utilisé par quasiment tout le monde. Pourquoi? Parce que il n'y a pas besoin de savoir lire et écrire pour utiliser WhatsApp. L'essentiel des gens dans nos environnements africains font des audios et après ils écoutent. Deuxième exemple, les systèmes comme Wave, M-Pesa, ainsi de suite, sont utilisés par quasiment tout le monde. Là, le besoin est différent, c'est que même si on ne voulait pas, pour recevoir de l'argent, il faut avoir l'application. Et donc, même ceux qui se disaient oui, c'est compliqué, ont tendance à voir comment ça fonctionne. Et après, les solutions qui ont été développées ont utilisé beaucoup d'UX, donc de user experience, pour que
justement en flashant un QR code et ainsi de suite, sans avoir à écrire ou lire, qu'on puisse faire une transaction. Donc, en Afrique, on est les champions de l'inclusivité numérique, que ce soit l'inclusion financière ou alors, voilà, même appliquée à d'autres choses. Et sur la formation aussi, on voit apparaître beaucoup de solutions donc, qui permettent d'utiliser ces modalités. Euh, donc, pour garantir un accès numérique équitable, donc il y a plusieurs leviers, mais j'en donne ici certains. Bah, sans infrastructure, c'est comme si vous vouliez faire une maison sans fondation. Donc, il faut avoir les infrastructures adaptées. Il faut réguler les tarifs pour avoir l'accessibilité parce que, oui, si on ne regarde que les gens nantis, bah, on va laisser de côté, on va dire, des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ces services-là et on va les exclure de fait. Après, il est important aussi de faire la promotion des contenus qui vont être contextualisés, donc géographiquement, et qui vont être multilingues. Parce que oui, c'est utile d'avoir une connexion, mais si on ne peut pas avoir de réalité, ou en tout cas des choses qui nous représentent ou qui parlent de nous, des fois, bah, ça va créer soit de l'acculturation ou voilà, l'intérêt va être limité. Donc, il faut développer ces contenus et l'intelligence artificielle ou même les créateurs de contenu africains ont toute une place à jouer là-dedans. Ici, j'en veux pour preuve TikTok, qui permet aujourd'hui à n'importe qui, voilà, de pouvoir émettre et partager. Et enfin, il y a un dernier aspect qui est important ici, c'est le fait de venir en appui aux initiatives communautaires, c'est-à-dire pas partir par la perspective de l'État, mais bel et bien partir par la perspective des citoyens. Et au-delà des citoyens, des communautés. Parce que, oui, c'est bien de penser individuel, mais comme ça se dit en Swahili, je pense, le Ubuntu, qui veut dire je suis parce que nous sommes, ça vient, on va dire, transcrire la mentalité africaine. En Afrique, d'habitude, on ne se définit pas par qui on est, mais par son groupe. Donc, c'est ce que veut dire Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Si aujourd'hui, je suis en position, par exemple, de donner ce cours, c'est parce que il y a un rôle qui m'est donné. Il y a des gens qui viennent participer, on me donne un rôle. Donc, tout seul, je ne peux pas enseigner ou partager parce que, voilà, il faut des gens qui partagent et puis des gens qui viennent consommer. Et demain, peut-être, je vais me rendre à l'hôpital et l'un d'entre vous va être celui qui va me soigner. Voilà. Euh, Maintenant, quels sont les leviers d'accès pour avoir un accès numérique équitable? Donc, c'est le fait d'avoir une intégration précoce de la littératie numérique, donc que ce soit dans les écoles ou même hors du système scolaire. Plus tôt c'est intégré et plus c'est facile. Comme on dit, quand on est jeune, le cerveau est comme une éponge et après on a même les barrières là qui sont assez basses. Alors que plus on est âgé, on va se dire, bon, je veux rester dans ma zone de confort. Il faut avoir un soutien ciblé aux groupes vulnérables, c'est-à-dire avoir un appui beaucoup plus poussé. C'est ça qui veut dire l'équitabilité. Alors que l'égalité, c'est le fait de donner la même chose à chacun. L'équité, c'est justement relativement de pouvoir donner plus à celui à qui il manque plus et un peu moins à l'autre. Donc, distinguo entre équité et égalité. Donc, l'utilisation des technologies mobiles, je viens de donner une statistique, 90% en moyenne, entre 80 et 90% des Africains ont accès à Internet via le mobile. Donc, il faut avoir, on va dire, des solutions qu'on appelle mobile first, c'est-à-dire les penser d'abord pour le mobile avant de les penser pour d'autres plateformes. On ne va pas éliminer le fait que les gens vont utiliser des ordinateurs ou d'autres supports, mais mobile first, c'est-à-dire le premier écran sur lequel les gens vont consommer au maximum, ce sera sur le petit écran du mobile. Avoir des partenariats durables donc avec ces acteurs-là et être surtout dans l'impact. Parce que qui parle d'inclusion, bah, on n'inclut pas les gens juste pour leur dire que vous participez. C'est pour qu'à terme, ce qu'on est en train de développer pour eux, pour ces politiques, qu'ils en aient les fruits, donc l'impact in fine. Et donc, il faut pouvoir le mesurer et puis continuer justement à être dans l'efficacité qui va être le rendement entre l'action publique et après jusqu'au dernier citoyen, comment est-ce qu'ils le ressentent dans leur vraie vie.
Est-ce qu'ils arrivent à faire des transactions facilement? Est-ce qu'ils arrivent à étudier facilement, à se déplacer, ainsi de suite? Pour surmonter maintenant les défis des politiques numériques inclusives, donc comme d'habitude, hein, dès qu'on parle de conduite du changement, on va avoir les résistances culturelles et après tout ce qui est manque de sensibilisation. Parce qu'on a tendance dans les pays à ce que les gens se disent que bon, l'État a sa stratégie et nous sommes la population. Donc, tant qu'il n'y a pas d'adoption, c'est-à-dire de compréhension qu'il n'y a pas une stratégie de l'État, c'est la stratégie normalement du pays, il y a un problème. Et les gens font cette erreur, ils définissent des choses assez haut niveau que les gens ne comprennent pas et qu'ils ne s'approprient pas. Et après, ils s'étonnent qu'ils ne les utilisent pas. Ensuite, il y a l'insuffisance des financements et la faible coordination institutionnelle, la complexité d'adaptation des politiques, parce que comme je dis, quand on regarde nos pays africains, bah, dans un pays, il y a plusieurs réalités. Donc, comment en faisant une politique, on peut justement prendre ces spécificités et avoir du sur-mesure. Il y a la question de la protection des données et tous les enjeux de sécurité. Je donne un exemple. Cette semaine, ou en tout cas les 2 semaines passées, le système des impôts et domaines au Sénégal a eu une attaque, une cyberattaque. Donc, où pendant plusieurs jours, le système d'information des impôts et domaines est resté bloqué et les hackers ont demandé, disons, 10 millions d'euros pour, pour libérer l'accès, on va dire, à ces trucs-là. Donc, c'est ça aussi le défi. Donc, le numérique représente plein d'opportunités, mais de l'autre côté, bah, on a nos données publiques, nos données fiscales et des fois nos données médicales et privées qui peuvent se retrouver compromises. Euh, et après, ici, donc, en termes de solutions, il faut développer tout ce qui est dialogue multisectoriel, renforcer l'allocation ciblée des ressources et avoir un cadre réglementaire solide. Pareil, quand on joue au football, les choses se passent bien parce qu'il y a des règles. Et c'est ça qui permet justement d'avoir le plaisir et d'encadrer. Donc, c'est la même chose pour le numérique. Il faut une gouvernance et un cadre réglementaire. Parce que dès l'instant que ce qu'on faisait, on va dire avec des moyens analogiques, on commence à le faire en numérique, que ce soit transactions, se soigner, ainsi de suite. S'il n'y a pas de cadre réglementaire, c'est la porte ouverte aux dérives. Maintenant, quelques recommandations avant de vous donner rapidement les exemples. Euh, donc ici, il faut prioriser l'inclusion à chaque étape de conception et de mise en œuvre. Donc, ce que je veux dire par là, il ne s'agit pas de construire toute une politique et à la fin de se dire, oh, on va quand même penser aux citoyens. Non, c'est, il ne s'agit pas de le mettre à la fin ou au début, il faut le mettre au centre. Les citoyens, c'est les gens pour lesquels nous construisons ces politiques et ils doivent pouvoir en avoir le maximum d'usage et de bénéfices. Donc, ce n'est pas ni au début ni à la fin, c'est au centre, au début et tout le long. Ensuite, il faut renforcer les partenariats publics-privés avec la société civile pour avoir une synergie d'action efficace. Bien sûr, il faut investir dans la formation et la sensibilisation des populations ciblées parce que même si des fois il y a l'envie, quand on n'a pas une certaine sensibilisation, on ne peut pas, on va dire, absorber le message ou en tout cas les opportunités qui nous en face. Après, il faut encourager l'innovation locale et l'adaptation culturelle des solutions numériques. Oui, comme on a tendance à le dire, en Afrique, notre spécialité, c'est de consommer. On consomme, on consomme. La bonne nouvelle, c'est que pour faire des solutions numériques, il n'y a pas besoin d'investissement pour faire des usines, ainsi de suite. Il y a l'équivalent, parce qu'on peut avoir des digital factories qui ne sont pas des usines où il faut des machines et autres, mais qui sont les dépendants, on va dire, des usines physiques dans le numérique. Et comme on peut le voir, avec son téléphone, aujourd'hui, on est capable d'avoir une boutique, de vendre, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on se l'approprie parce qu'on parle de quatrième révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'était la machine à vapeur. Deuxième révolution industrielle, l'électricité. La troisième, c'est les télécoms et les IT. Donc, on voit que dans toutes ces révolutions-là, le matériel est important. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Et c'est quoi
cette révolution-là, c'est, on va dire, l'ère de l'économie de la connaissance. C'est pas le matériel qui est important, c'est de savoir quoi faire et comment. Et le meilleur moyen, on va dire, d'expliquer ça, c'est la place qu'on donne à l'intelligence artificielle. Donc, on voit bien qu'on parle d'intelligence. Voilà, ce n'est pas tant le fait qu'on a la vapeur des machines. On est dans une économie qui est centrée sur une intelligence territoriale, une intelligence économique, intelligence financière, intelligence émotionnelle, intelligence dans tout. Et c'est ça qui permet de créer des produits disruptifs qu'on peut vendre partout dans le monde en utilisant au mieux, on va dire, les chaînes de valeur. Parce que si je donne un exemple, l'iPhone, il est conçu aux États-Unis, mais toute la production se fait en Asie. Donc, on est dans des dispositifs qui sont fabless, c'est-à-dire sans usine. Il y a l'étape de conception, donc de l'activité intellectuelle, qui des fois pèse pour 60% de la valeur. Un autre exemple, Louis Vuitton vend l'équivalent, on va dire, des sacs Kabbalah qu'on utilise beaucoup au Mali. Ces sacs coûtent peut-être 2000 ou 3000 francs. Louis Vuitton, en y mettant du marketing et donc beaucoup d'intelligence, les vend à 400 000, 500 000, 600 000. Et les gens l'achètent comme du petit pain. Donc, on voit bien que c'est pas le produit physique qui coûte le plus cher, ou en tout cas qui a la plus grande valeur, c'est la partie immatérielle. Les données, par exemple, c'est des aspects immatériels, ainsi de suite. Et un dernier exemple, à ce propos, on a beaucoup parlé, on va dire, de pétrole et autres. Aujourd'hui, ce qui vaut le plus cher, ce n'est plus le pétrole, c'est les données. Parce que c'est ces données-là qu'on va mettre dans des systèmes d'intelligence artificielle ou en tout cas dans des applications et en tirer une information, savoir que demain il va pleuvoir, qu'il y aura l'équivalent de la COVID dans 5 ans, pouvoir générer le modèle qui permet de faire ces prédictions, ainsi de suite. Donc, la connaissance et l'humain sont extrêmement importants. Et j'en profite pour donner un autre message pour ceux qui entreprennent. Très souvent, les gens disent oui, il me manque l'argent, ainsi de suite. Et ils oublient que le premier capital, en réalité, c'est le capital humain. C'est ce que où j'ai étudié, le réseau, ma famille, mes amis, ainsi de suite. Ça, on n'a pas tendance à le peser, mais ça vaut très cher. Oui, juste pour terminer sur cette note, avant de donner quelques exemples, pour aller vers une Afrique numérique, inclusive et prospère, donc ici, il faut stimuler l'innovation, bien sûr la croissance économique, parce que oui, mettre beaucoup de numérique sans que, il n'y ait pas d'effet dans nos portefeuilles, ça ne sert à rien. Et surtout, le développement humain. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, par exemple. Les gens ont tendance à oublier l'humain et à parler que de l'artificiel. Moi, j'ai tendance à parler d'IA, intelligence augmentée, parce que c'est une intelligence qui vient se rajouter ou se combiner à d'autres formes d'intelligence. Et il faut garder l'humain au centre de tout ça. Et ne pas juste inverser en pensant que voilà, on est dans quelque chose où on crée des machines ou des solutions juste comme ça. L'objectif, c'est d'améliorer la condition humaine, le développement humain et que, économiquement, qu'il y ait de la valeur ajoutée. Et tout ça ne peut se faire sans une collaboration étroite entre les décideurs publics, le secteur privé, donc qui joue une place très forte, et la société civile. Donc, en adoptant des politiques publiques adaptées et inclusives, l'Afrique peut combler ses lacunes et réduire les inégalités qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'était le message principal. Maintenant, pour ne pas arrêter là, je vais prendre maximum 5 à 10 minutes pour vous donner les exemples avant de passer la parole à Wendy. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions ou commentaires? On peut les noter, on va y répondre, on va dire, dans la séquence suivante, mais j'en collecte quand même ici, s'il y a des premières réactions avant que je ne termine sur des exemples très concrets pour vous donner des idées. Donc, je laisse à peu près 1 minute pour pouvoir, comment on appelle ça, figer dans le marbre là, les commentaires ou les questions qui vous ont venu après avoir partagé, on va dire, ces quelques slides. Et après,
on va y revenir pour répondre dans la dernière séquence. Ah, merci pour la clarté de l'exposé. Ah, merci. Excellente présentation. Non, le numérique n'a pas que des avantages. Je viens d'expliquer que autant ouvrir l'accès aux données permet de faire plein de choses, mais j'ai parlé de vulnérabilité. La cybersécurité, bah, le fait que nos enfants vont être, par exemple, exposés à des contenus inappropriés, bah, des fois aussi, ça crée beaucoup de problèmes parce que on a tendance, on va dire, à moins sacraliser, on va dire, les tâches physiques et être voilà, dépendant. On est sur des réseaux sociaux, ainsi de suite. La population, même analphabète, peut s'adapter à toutes les innovations numériques. Oui, elle peut, mais c'est aux innovations, justement, de s'adapter aux populations, pas à la population de s'adapter aux innovations. Et c'est tout le sens, justement, de remettre le citoyen et l'usager au centre de ces processus. Et une des méthodes les plus utilisées s'appelle le design thinking. Et par extension, puisqu'on est systémique, on parle aussi de system thinking, c'est-à-dire ne pas s'arrêter juste au problème, mais le voir dans sa globalité. Tout est correct et compréhensible. Merci pour les retours. Maintenant, on va passer rapidement à quelques exemples avant justement de pouvoir, avec Wendy, avoir un deuxième décryptage. Et peut-être qu'il nous restera 20 à 30 minutes pour vraiment échanger de vive voix. Très bien. Merci pour vos commentaires. Donc, quelques exemples. Le premier webinaire, donc j'avais, on va dire, parlé du New Deal technologique qui n'est rien d'autre que la stratégie numérique du Sénégal pour la période 2025-2029. Et ici, ce que je voulais juste rappeler, c'est quand on regarde le cadre macro, on voit apparaître la phrase baseline. En 2050, le Sénégal sera une société numérique, un pays de services à forte valeur ajoutée. Cette révolution numérique devra s'appuyer sur l'accès universel à Internet, on parle d'inclusion, l'identité numérique des personnes et du foncier. Et ici, on voit apparaître les grands sujets, redresser les inégalités socio-économiques, on parle d'inclusion, impulser la transformation digitale de l'administration et des filières, c'est toujours de l'inclusion, accélérer le développement de l'économie numérique avec l'éclosion de champions nationaux dont le rayonnement dépasse la Afrique. Et à droite, juste pour recamper le décor, ils ont représenté tout ça là avec une fusée. Regardez ce qui propulse la fusée. C'est l'accès universel aux services numériques. Le fait que tout le monde puisse participer, contribuer, acheter, vendre, s'éduquer, ainsi de suite, c'est ça la base. Et après, on monte jusqu'à avoir des champions nationaux qui vont pouvoir servir de vitrine à ce pays-là ou à ces pays en Afrique. Ensuite, je vous avais présenté le master plan. Donc, dans cette stratégie, il y a si vous allez voir apparaître ici, par exemple, le programme prioritaire numéro 12, c'est la digitalisation du secteur informel. Donc, le secteur informel, qui par défaut n'existe pas, il y a l'un des 12 programmes qui se focalise sur le fait de les digitaliser, de les identifier, de les localiser et de leur donner plus de participation. On parle de déclinaison sectorielle du numérique, donc c'est bien de l'inclusion, e-santé, e-éducation, agri, ainsi de suite. On parle de ville intelligente, donc pour la sécurité, pour le fait d'avoir voilà, l'intelligence dans la disposition des choses. Le développement des talents ici et le renforcement des compétences. La dématérialisation des procédures administratives. Aujourd'hui, si vous êtes dans nos pays africains, donc je donne un exemple. Si vous êtes né à Tambacounda, qui se trouve à l'extrême orient du Sénégal, pour avoir votre attestation de naissance, il faut se déplacer jusqu'à Tamba pour avoir ce document-là. Voilà, aujourd'hui au Sénégal, il y a 970 procédures administratives et cette stratégie vise à les dématérialiser. Donc, il n'y a plus besoin
de se déplacer physiquement. Il y a tout ce qui est authentification aussi, donc les diplômes, ainsi de suite. On peut avoir des signatures numériques qui valent autant que les signatures physiques. Et enfin, l'identité numérique, c'est extrêmement intéressant. Ça a été utilisé, comme l'avait présenté Wendy lors de la dernière session, beaucoup par exemple au niveau de l'Estonie, où ils ont une philosophie qui est la suivante. Quand l'administration t'a demandé une fois dans ta vie un document, elle ne peut plus te le redemander. Voilà. Parce que dès que c'est dans le système, quand on authentifie que c'est Pierre Dumont, par exemple, ou Pierre Boaké, le système va savoir que, voilà, Pierre Boaké a telle attestation, casier judiciaire, ainsi de suite. Maintenant, vous allez me dire, mais est-ce que tout est mélangé? Non, justement, il y a toute une intelligence pour permettre de dissocier et d'avoir une protection des données. Mais avec une identité numérique, on est capable de pouvoir, entre guillemets, avoir une vue unifiée de qui vous êtes, de ce que vous avez, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'était un exemple pour vous donner dans cette stratégie qu'il y a sur 12 grands piliers, il y en a 3 ou 4, par exemple, qui traitent d'inclusion. Maintenant, très rapidement, sur le secteur de la formation, il y a un programme ici qui a été lancé par la Fondation Mastercard au Sénégal en collaboration avec l'Université virtuelle du Sénégal, justement, l'Université virtuelle. Donc, dont la baseline, c'est Fonek Fofula, c'est-à-dire c'est une université qui marche là où vous êtes. Donc, vous êtes dans votre salon, dans votre village, par de la connexion, vous pouvez accéder au contenu. Que fait Force N? Force N s'attaque aux personnes qui peut-être n'ont pas forcément eu le bac. Donc, c'est des formations et des certificats qui sont ouverts à tous, avec ou sans bac, et qui permettent après de pouvoir s'insérer. Il y en a dans l'intelligence artificielle, comment utiliser le numérique dans le couture pour faire de la broderie, comment faire du marketing digital. Et tout ça, encore une fois, ouvert à tous à partir de 15 ou 16 ans. Et il n'y a pas de limite d'âge. Et c'est gratuit. Voilà. C'est typiquement un cas d'école entre, comment on appelle ça, une action publique mélangée avec un bailleur ou une fondation qui vient donner les ressources. Ensuite, on y parle d'entrepreneuriat et d'insertion. C'est tout ce qui est formation sur l'entrepreneuriat pour donner accès à l'insertion, mais ça se fait via, disons, le numérique. Et il y a, je pense, un fonds d'amorçage pour accompagner jusqu'à 1000 startups au Sénégal. Et actuellement, de ce que j'ai compris, il y a des réflexions pour étendre ça dans la sous-région UEMOA. Donc, à surveiller. Ça s'appelle Force N. Formation ouverte pour le renforcement des compétences de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le numérique. C'est ce que veut dire Force N. Et enfin, on avait parlé de littératie numérique. Vous voyez ici à droite qu'il y a un bloc de promotion des sciences et du numérique. Donc, il y a un accompagnement de 3000 collégiens et une acculturation jusqu'à, je pense, 400 000 élèves pour que très tôt, qu'ils découvrent les outils, c'est quoi une imprimante 3D, voilà, tout ce qui est numérique. Donc ça, c'est un exemple de politique publique fait entre une fondation et un État. Un deuxième exemple, c'est les Living Labs. Donc, ça a été développé ici par le Fonds de développement du service universel des télécommunications au Sénégal. C'est quoi un Living Lab? Comme c'est défini ici, c'est un espace d'échange et de co-création digitale pour le développement de produits et de services. C'est quoi un Living Lab? C'est le fait de venir faire in situ, c'est-à-dire dans un village, venir co-créer avec les villageois les solutions. Et à partir de là, on va de l'innovation vers l'action et c'est un laboratoire vivant puisque c'est pas une maison, c'est à côté de l'habitant ou en tout cas dans le contexte où les choses se font que se fait l'expérimentation et où on co-crée des solutions. Voilà. Et par la magie du numérique, après, ça peut donner accès à beaucoup de choses. Très rapidement, bon, ça c'était comment ça marchait. Donc, vous voyez qu'à gauche, de manière communautaire, il y a des discussions. Après, un processus qui va de la planification, conception, prototypage jusqu'au déploiement avec une logique agile. Et à la fin, la solution qui est validée est développée et commercialisée. Et une partie des revenus retombe, on va dire, dans les zones qui l'ont créée pour aider
améliorer les conditions. Un, c'est une solution pour eux, mais il y a une partie qui va, on va dire, dans le communautaire. Les ENO, espaces numériques ouverts et l'université virtuelle. Donc, c'est un dispositif qu'on voit apparaître dans plein de pays. Une université virtuelle, c'est une université qui est, dans un premier temps, digitale et après qui utilise ce qu'on appelle des espaces numériques ouverts. Donc, c'est des bâtiments qui sont dans des départements ou en tout cas un peu partout et qui permettent aux gens dans une zone de pouvoir venir avoir une connexion, être dans des salles plus le fait de pouvoir le faire avec du mobile. Et la particularité des espaces numériques au Sénégal est la suivante, c'est que vu que ces espaces numériques sont connectés par fibre optique, dans chaque ENO, il y a, on va dire, un petit centre de télémédecine, puisque la connexion y est bonne et c'est délocalisé un peu partout. Donc, avec ces espaces numériques, il y a la fonction éducation et il y a la fonction santé par la télémédecine. Un autre exemple, les espaces Sénégal Service. Donc, par l'usage, on va dire, de guichets uniques qui sont dématérialisés et qui utilisent, pareil, des bâtiments un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, pour avoir son état, ces documents, on a une administration de proximité qui est digitalisée et après qu'il y a des hubs qui sont en fait au plus proche du citoyen. Donc, on parle de e-gouvernement, mais voilà, c'est hub de service, donc pour faciliter les démarches administratives. Très récemment, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé la plateforme PSPI, donc plateforme interopérable du système de paiement instantané dans l'UEMOA. Ça veut dire quoi? Jusqu'à maintenant, quand vous aviez de l'argent sur Wave, Orange Money ou une banque, ainsi de suite, il n'y avait pas d'interopérabilité. Et comme on le sait, il y a entre 15 et 25% des Sénégalais ou en tout cas des Africains qui ont tendance à être bancarisés. Ce que fait cette plateforme, elle permet de résoudre cette problématique puisque votre argent aujourd'hui ne dépend pas du système dans lequel vous l'avez. Il y a cette plateforme qui permet de rendre interopérable le mobile money, les banques, et qui de manière instantanée, quel que soit le pays dans lequel vous êtes dans l'UEMOA, quand vous faites un paiement, instantanément, l'argent est reçu. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, vous allez dans une boutique, vous avez une carte bancaire, vous pouvez payer instantanément. Pour faire cette formation, par exemple, si je devais me faire payer, bah, il n'y a pas de virement qui va prendre 4-5 jours. Dans l'UEMOA, les virements et les transactions sont instantanées, quelle que soit la plateforme. Voilà. Et ça, c'est un levier d'inclusion puisque il y avait des gens qui avaient une carte ou qui n'avaient pas de mobile money, ainsi de suite. Tout ça est aplani. Quel que soit votre système, vous êtes inclus. Et vous verrez que ça va ouvrir après la porte à plein d'applications. Donc, c'est un exemple d'inclusion financière. Et je voulais terminer par un exemple qui me tient à cœur, qui peut montrer le côté systémique. C'est une solution qu'une entreprise allemande a développée qui s'appelle Solar Kiosk, mais qui est extrêmement intéressant. Bon, on voit le premier usage ici, quand on est en zone rurale. D'habitude, on est dans des zones off-grid, c'est-à-dire où le réseau électrique n'arrive pas, la connexion est mauvaise. Ils ont eu l'idée suivante. C'est un kiosque. Sur le toit, il y a, on va dire, des panneaux solaires et après, il y a des batteries à l'intérieur qui permettent pendant la journée d'accumuler. Donc, dès qu'il y a le courant, ensuite, c'est alimenté par soit de la connexion satellitaire ou en tout cas du réseau. Donc, avec un kiosque, on a de l'énergie, on a de la connexion et c'est comme un poumon. Quand on a ça, vous voyez en bas à droite, il crée maintenant des centres commerciaux dans les villages parce que le kiosque amène l'énergie qui peut être utilisée dans les champs pour faire des forages, qui peut servir après une partie pour le coiffeur, pour tel, pour tel. Le fait que, pareil, le même kiosque donne de la connectivité, cette connectivité après est partagée et en système. Voilà. C'est un excellent exemple, on va dire, d'inclusion et où tout ce qui est défendu en Afrique, il n'y a pas de route, il n'y a pas de fil, machin. C'est une solution off-grid. Il y a besoin de rien. On pose le kiosque et dès que le kiosque est là, il y a l'énergie plus la connexion. Et à partir de là, avec l'énergie, on peut avoir
un forage, avoir de l'eau. On peut avoir des commerçants, le soir, il n'y avait pas de lumière, bah, on peut avoir de la lumière, ainsi de suite. Et voilà, ça, c'est une application énergétique, mais qui permet de faire après une inclusion socio-économique. Donc, pour ne pas être très long, je voulais donner juste différents exemples dans la finance, dans l'énergie, dans l'éducation, dans à peu près tout. Si vous pensez système, le numérique qui est un vecteur, on va dire transversal, ouvre la porte à plein de choses. Et c'est ça qu'il faut maintenant mettre au centre de toute conception pour qu'on ait des solutions qui nous ressemblent et qui servent dans l'impact aux citoyens. Voilà, donc je pense que je vais m'en arrêter là pour cette petite introduction qui a duré un peu plus que ce que je voulais. Je voulais le faire sur la première heure. Donc, ça me laisse la possibilité de donner la main cette fois-ci à Wendy, qui va pouvoir maintenant transférer du décryptage par rapport au module, donner des informations additionnelles. Mais ce qu'on voudra avoir surtout, c'est dans les 3/4 d'heure qui restent, c'est de prévoir au moins la moitié pour pouvoir en fait, vous écouter, avoir de vraies questions, de vrais commentaires et une petite discussion. Merci. So, Wendy, you got the floor. You can go ahead. Thank you. Bien sûr, Thank je you, reste à côté. Monday. Thank you so much. What so informative, so much information. I'm actually almost finished answering all the questions in the Q&A and the webinar chat. It has been very, very interactive today. Congratulations to the participants for their comments and interactions. There's about 3 questions or so in the Q&A, Monday, if you want to look into that while I open my slide. And then I have just been answering all the questions in the chat. Hopefully I haven't missed anyone, but I'm going to share my presentation here. Let me get it started so that we can continue. This next section, as you have shared, is going to be very much an overview of the last 2 presentations, last 2 webinars, so that we can gauge understanding of what has been shared. Monday, do you see my screen? Does everyone see my screen? Let me look at the chat. Where is my chat? Yes. Okay, wonderful. Yeah. We see it. Thank you. So we will continue with the engagement in this next about 30 minutes. But if you have any questions in particular that you want answered, feel free to interject. We're going to do a recap. So again, Monday set the foundation for us on helping us to understand the demographics within this participation. We've gone through more case studies and in depth. There was one comment by Worku who expressed, I want to say this to everyone. Yes, you will notice that the course that is in the platform, the modules, was first taught in 2023, and it's a very strong foundation into public policy and digital technology. The purpose of the last 3 webinars, including today, was to fill in any gaps between the last 2 years in terms of new innovations, new deals, new technologies, new policies that have been developed in the last 2 years. And so these 3 webinars are an extension of the modules that you are taking in the platform. Okay. That is why you will have access to all these PowerPoint slides as well as the recordings to provide you a very wholesome and well-rounded
teaching on the intersection of public policy and digital technology. So Monday, that was something that was brought up during the Q&A, and I wanted to address it publicly with everyone. Okay, this is a recap. This is going to test your knowledge on what you've learned over the last few sessions. We are going to track engagement, so get excited. We have 30 more minutes left. You've been doing a wonderful job. If you haven't already joined the platform, you want to go ahead and do so. Let me make sure that you can see how to join the platform. Usually it tells you on the side. Monday, my platform URL is not coming up. Show QR code. There we go. So make sure you join this platform. I'll give you a few minutes. UNIDEP 3 WD to join. You want to join and let's get going. You know me, I like to track my leaderboard, so we will see who is participating and who is not real time. So go ahead and join. And as we get further into the questions and the summaries, more points are allotted to you for your engagement. Last session, I believe it was Alex and Nora were some of the top leaders in their response. Let's see who will be today. Again, Monday has done a wonderful job as our course director, providing us strong foundations on policy, digital technologies, and you'll have the time to go through our PowerPoints to refresh both in English and in French. My section right now is to do a summary and to recap what you've learned and to answer any questions real time. So in webinar 1, some of the highlights of digital transformation in Africa that we discussed focused on committed leadership and an importance of clear vision. We talked heavily about citizen trust through transparency and data security. We dug a little deeper into what does robust infrastructure and the necessity of digital skills. We went through some simplified financial modules, as well as the importance of social inclusion. Today, we talked again heavily about inclusion and how to define inclusion. We went through case examples like Digital Policy Vision of 2050, Kenya's M-Pesa ecosystem. So the first question, and you have 2 minutes, 180 seconds to answer these questions. So I'm giving you time to join if you haven't already. But you want to join so that your voice can be heard. This is all part of inclusion. So digitalization mainly refers to what? What does it refer to? The platform is AHA Slides. Scan the QR code or put the URL in the webinar, put the URL in your browser. There's no link. You just have to ahaslides.com and the code is UNIDEP 3WD. Okay, this is giving you more time than, we'll end it at about 1 minute just for time. I'll end it earlier so that we can get through all the slides. We are short for time. But digitalization mainly refers to what? Installing fiber optic cables, using digital tools for existing processes, creating new business modules, or privatizing. Due to time, we'll end it in about 10 seconds. We want engagement. This music is loud. Oh no, I have to end the music. It's loud for me. 125 participants are on. We want to hear your voice. Digitalization. This is the foundation to this course. How are you defining digitalization? We want to ensure that you are clear. To join the platform, scan the QR code or put the URL in the browser.
I'm going to end it in about 15 seconds so that we can have enough time to get through all of our slides. All of our slides. All right. Yes and yes. Creating digital tools in existing processes. Yes. Creating digital tools. The biggest thing about digitalization we want to focus on as there's a digital component. There's a digital component in the implementation of whatever it is you're doing, whether it is creating new business modules, whether it is dealing with public sector, privatizing public sector, whether it's you just have to ensure that it is implementing the foundations of digitalization, digital tools. Okay, let's keep going. Let's keep going. Let's see who's leading us right now. Philly is leading us. Philly, let us know where you are joining us from. What country, Philly, you're joining us from. We thank you to those who are participating. Remember, the points will increase as we get through the questions. So if you haven't joined, join us on the platform and let's see who will lead us in answering. So the next question, Senegal. Hey, Philly, thank you. From Senegal. Okay, digital transformation differs from digitalization because it does what? It does what? Oftentimes, these terms can be minced, and Monday really broke down a lot of the differences in digital transformation and digitalization. There are some differences in these terms. Wonderful, wonderful. Differences. So you want to go ahead and answer. Again, I will shorten the time that we have to answer so we can get through all of the slides. Digital transformation differs from digitalization because of why? Reinvents processes and business models for innovation, is limited to hardware upgrades, focuses on cybersecurity, or excludes policy reforms. What do we think the answer is here? And all of these are in our notes and in our PowerPoints. We want to hear from you. Let's respond. I'm going to end it quickly because of time. Yes, reinvents processes and business models for innovation. Correct, 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 correct. All right. Philly is still leading us. Oh, Philly, Ruben is slowly inching, and Mohammed and Vivian. Okay, let's keep going. Let's keep going. Digital governance is about coordinating policies and regulations for secure use of technology. True or false? Digital governance is about coordinating policies and regulations for secure use of technology. True or false? True or false? True or false? Let us know your thoughts. True or false? This information is from webinar 1. So if you have any questions or inquiries concerning it, you want to look back at webinar 1 information. But let's hear from you. Let's hear from you. True or false? Digital governance is about coordinating policies and regulations for secure use of technology. We're talking about across different sectors. True or false? Because of time, we're going to end in 30 seconds. 30 more seconds. True or false? True or false? Let's get your participation. True or false? True or false? 17 seconds. Digital governance is about coordinating policies and regulations. And in fact, I like to have my camera on, so I didn't realize my camera was not on. Here we go. 3 seconds. 1. Time is up. Let's see. Submissions are closed. True or false? Let's see what everyone is. Strongly agreed. Good. Strongly agreed. That is true. It is true. True, true, true. Wonderful. So
In webinar 1, we also, Monday went through the Senegal's new technology deal, which was just discussed again. There's 4 strategic axes: digital sovereignty, digitalization of public services, digital economy, African leadership in digital. Monday, our course director also showed us the 12 priority programs. There's 50 projects between now and 2029 that are supposed to be in motion. And the focus is on universal connectivity and digital identities. So the Senegal's new technology deal is a good example to look at what the possibility is of strong digital technology and public policy intersection. Okay. So when we looked at that, the axis of Senegal's new technology deal, what do you find to be most transformative within the deal? And Monday just went through it a few minutes ago. What do you find to be the most transformative? And oftentimes your response to this is very much connected to your own lived experience as to the challenges within the different industries and sectors. But within Senegal's new deal, I think it's a great example of progression towards digital impact. What do you find to be the most? There's no right or wrong here. We're just assessing your take on the transformation that is happening with technology and public policy. We're going to end this in about 30 seconds, so please voice your opinions and your thoughts. We want to hear from you. We want to hear from you. Looks like public services. You know, we did discuss in the webinar, even today, about the example our course director shared about even legal documentation or paperwork. You have to travel from one city to another city, sometimes just to get paperwork in order or approved or your certification. Public services, yeah. So it looks like public services and then digital economy is what is most important. In webinar 2, we went into some of the digital governance pillars as sustainable. We looked into some examples. Again, we emphasized on transparency, accountability, resilience, inclusivity, and ethics. And it's all about how do we turn these digital tools, how do we use them to really take policy into practice that is practical for each and every one of us to be positively affected each and every day. So in public administration, we talked about GovStack, how it's impacting different countries. Like I believe GovStack is being used in Senegal as well, Rwanda, Kenya. We talked about Nigeria's open treasury portal. We talked about Estonia as an example. Monday just discussed it again. Estonia is a great global example of what digital transformation and public policy can look like. We talked about India's DigiLocker example. So the question now is, let me see, hold on. The question now is, what is the main goal of GovStack initiative? We talked heavily about GovStack. What is the purpose of GovStack? How does it work? How does this digital tool actually operate to be transformative as it pertains to public policy? We talked about this heavily in webinar 2, and it's in the slides. GovStack. What is the main goal of GovStack? For the purpose of time, we will be ending it shortly. But cast your vote. Is it to create new databases? Does it define reusable building blocks for e-services? Does it privatize government digital systems? Or is it to train local entrepreneurs? What is the main role, the foundational role of GovStack initiative? We're starting to see this be a prime example of the intersection of digital tools, digital transformation, and public policy. We're going to end it in a few seconds. I'll give you another 20 seconds to answer.
Don't be shy. Let's keep the energy high. A few more minutes and we're going to wrap up our live webinar courses. So please. All right, let's end now. Yeah, so the main goal, the main premise of GovStack are reusable building blocks for e-services. So yes, it does eventually help create potentially new databases. It does potentially help train local entrepreneurs in these technology, but the main goal and purpose is building blocks that are then customized depending upon the need of that particular organization or agency to address a public policy goal. So that's the main goal of GovStack. Although as a result of the goal, it has other benefits. Okay, let's see. It looks like Senegal is still leading us by a few points. Ruben is coming in close. Ruben is coming in close. Ruben is coming in close. All right. We also discussed health tools in webinar 2. We spoke heavily about Zipline, the drone delivery service. We talked about Mom Connect, which is out of South Africa, SMS for mothers. We talked about Afia Record and a few other examples. We also looked at global examples in terms of DHIS2, and that's currently seen in Rwanda, Norway. We talked about a number of examples, but the question now is DHIS2, is it a closed source health data platform used in Rwanda? Is it a closed source? Is it a closed source, true or false? Is it a closed source health data platform used in Rwanda? So we've been talking holistically in the webinars around the practices, the factors that impact, digital tools and public policy. Now we're digging deep into examples. We have to understand the usage of the examples so that we can extract what can be duplicated in other places or what needs to be changed. So this is a global example of a health tool. Is it a closed source health data platform, or is it open? True or false? 11 seconds left. True or false? 11 seconds left. 4, 3, 2, 1. No, so it's false. So it's an open source. It's an open source. It's an open source data platform. So this is false. It was very important. So these are kind of like nuanced details of these systems, but when you understand them, you kind of get a better idea of why they're working. So this is open source. Open source allows you to expand or use that. I don't want to get too technical, but open source essentially allows these type of platforms to be expanded on. It can be customized. So it's open source, how the data platform that's being used in Rwanda right now. It's more of a technical question. Philly, you lost your spot. Vivian is up. Remember, the questions, you earn more points as we get through the remaining of the webinars. So even if you didn't answer the first few, if you start to answer now, you could still lead on the leaderboard. So Vivian is representing now at 443. Let's keep going. Agriculture tools. We discussed DigiFarm, and we used the example of Kenya, the Aerobotics in South Africa, Nigeria's e-wallet. We also talked about global examples, FAO hand-in-hand platform, and Drone Deploy as examples of what's working in multiple countries, why it's working, how it's working. So in this particular case for FAO, how does the FAO hand-in-hand geospatial platform help governments plan agriculture development? How does that? This is an open-ended. I want to hear from you.
How does the FAO hand-in-hand geospatial platform help governments plan agriculture development? In your own words, how is this system or this platform being effective in said country, in your country? Maybe you have your own personal experiences about it, but how? I'll leave this open for a little bit because you have to type in your answers for this, and then we'll discuss actually how it is, we'll discuss it in detail. How is it helping? How? Providing data-driven insights through interactive maps and spatial analysis. Yes, and yes. Let's see. Collect, yes. Very much connected to collection data. Let's keep going. Provide data to government recommendations. Plenty own, collect the information, affect intelligence, artificial, statistics, yes. So yes, you're getting the general idea, absolutely. The general idea, yes. So by combining geospatial and statistical data, it allows you to target rural interventions. So a lot of this is the collection of data. There's a saying that what you can't measure cannot be met. And so this platform or this tool allows us to have better data collection so there can be better targeted rural interventions. So absolutely, yes and yes. We'll just turn that off. Wonderful. We also talked about finance and inclusion tools, right? We talked about M-Pesa. Monday, our course director, just brought that up again in his overview in section 1. We talked about Flutterwave and Chipper Cash, and then many of you shared the different tools that are being used in your country. So there's localized mobile tools in your country. Then we had regional, we talked about regional examples. And then we also know that the free trade agreement, Continental Free Trade Agreement, has supported a one market initiative for payment processing, I believe it's called PAPS, that we discussed. We also looked at global tools like India's UPI. We looked at Ripple, which is blockchain transfers. Ripple is out of the US, if I'm not mistaken. And so our next question is going to deal with financial tools. What is a key policy impact of Flutterwave? Flutterwave is a Nigerian-founded fintech application. Is it to replace all bank systems? Is it to improve cross-border trade, digital inclusion? Is it to reduce government tax transparency or eliminate mobile money? 5 seconds. 5 seconds. Let's hear your thoughts. Yes, it is to improve cross-border trade and digital. That is the key initiative and founding reason of Flutterwave. It is to improve cross-border trade and digital inclusion. I believe the statistic that we shared in the last webinar was it translated to some, as of this year or end of this year, I think like, is it 10 billion or in dollars worth of in USD of transactions since its inception. And so that is the primary reason, is to improve cross-border trade and digital inclusion. Okay, let's see who is Theophile. Theophile, where are you? Where are you participating from? I told you the points increase as the questions move on. So if you weren't participating before, you are now. You have the chance of leading us in the engagement and responses. So Theophile, good job. So education skills and tools. We discussed education skills and tools, right? Because when we talk about digital tools and public policy, we're talking about the impact of this intersection across all sectors. So education and digital tools, we discussed in webinar 2, an offline e-learning system called Colibri. We talked about Umbongo. Oh, HP, try to find the link. Is it to connect, HP? There's no link to connect. You have to look at the QR code and scan.
or just type ahaslides.com into your browser and then use 3WD to get in, okay? So we talked about education skills, then we also talk about some global examples because there are local examples and then there are global examples, and there's pros and cons to how they're working. So of course, Coursera for government, UNESCO Digital Literacy Framework, we discussed all these in the last webinar. So let's test your remembrance of the information. So Colibri requires constant internet access to function. Is this true or false? Colibri, it is a course platform, requires constant internet access to function. Is this true or false? True or false? True or false? We want to hear from you. Wonderful engagement today. We're so excited to have you here as we wrap up our webinar. 123 participants. We have over, we have well over, oh my goodness, well over 600 likes and engagements. So we thank you so much for your participation. We're very excited to lead you in this discussion. 17 seconds left. 14 seconds. Colibri requires constant internet access. True or false to function? True or false? This should be a slam dunk. Easy one. So it's actually false. Remember, one of the biggest benefits of Colibri is that you did not, it also had offline engagement. You did not need constant internet access. This is very important to understand because as we develop digital tools for digital transformation and we talk about inclusion, we know that energy infrastructure is not available to everyone in all parts of our region. And so these companies, these organizations have to think about the challenges that we have in society, and one of which, of course, is energy and electricity. So no, it is not required to have, you don't need internet access to use the platform to function the whole time. So the answer is actually false. False is the correct answer. So let's see who is leading us. Let's see, Theophile is winning with 647 points. Great job. Vivian, I'm looking for you to represent and come back up on the leaderboard. Now, infrastructure and energy tools. We discussed this as well as we get ready to wrap up. The case study of M-KOPA in Kenya, which was a solar and IoT financing module for low-income households. The impact is 2 million plus customers, 75 million kerosene-free hours per month, strong credit inclusion outcomes. So we know that energy is a challenge, energy infrastructure is a challenge, lights off, lights on. In Ghana, we say dumso, which means turn on and off. The lights go off and on. I don't know if you have a term for that in your country, but in Ghana, we say dumso. But let's see which impact of M-KOPA, which is the solar IoT financing module for low-income households, do you consider most critical? What do you consider most critical by this particular digital energy infrastructure tool? Is it energy access? Is it financial inclusion? Is it climate impact? Is it employment? Is it what is your take? What do you consider most critical? Most critical. Expand energy access and financial inclusion for low-income household, yes. Yes and yes. Access to energy, yes and yes. Which impact? What is the biggest impact to this? Because now we know some of these impacts are all interconnected, right? It's all interconnected. Because having energy, having your lights on allows you to have access to educational materials. So it's all interconnected, but you know, our priorities may differ based on our experiences. So there's no right or wrong answer. I don't believe in right or wrong, but what makes the scenario most
wholesome. And so energy, financial impact. So, I mean, across the board, all of these are important. All of these are important. Theophile is really leading us still, but Dr. Alfred is right behind you, and Vivian is not giving up. Philly is trying to make their way back up on the leaderboard. I love to see that. So as we wrap up in these last few slides, and I'm monitoring the Q&A and the questions so that we can answer them publicly, just in terms of comparative tool, anytime I discuss public policy or digitalization, I'd like to leave you with this, to look at it from 3 pathways, 3 pillars: people, policies, and processes. So in terms of people, we're looking at leadership, we're looking at citizen trust, we're looking at inclusion. From policies, we're assessing frameworks, ethical governance, national strategy, and then processes, tools, implementation, but ensuring that there's a digital infrastructure. When we look at these 3 pillars and these 3 pathways, these create a pathway that allows us to see progress. People, policies, and processes is at the intersection of progress in this area of true digital impact and digital transformation. And so this is my contact information. I love to stay in touch with all of you. I'm going to take this time to open up the Q&A. Monday, we can kind of tag team to answer these questions. But I welcome us to stay in touch on LinkedIn, continue the conversation. We will be in the modules for the rest of the, throughout the next few weeks, answering questions in the platform. And so you can ask us questions there, but let's see. But I only see 4. Sorry for already expect. Okay, maybe, let's see. We have some good questions here. Some of them are administrative questions. So let me answer here. Give me 1 second. And Catherine, you may be able to help me answer this one. Worku is asking that the brochure says that there are 8 modules, but inside the platform, there are only 4 currently available. Catherine, is there a response to that, or will there more modules be opened up, or is it just consolidated to 4 this time? Or Mamadou? Worku, that's a good question. I think we can solidify that by just emailing Catherine. Catherine's on mute right now. Voilà, c'est ça. Il faut m'envoyer un email. Je leur demande tout le temps, envoyez-moi un email directement, pas sur la plateforme, directement pour que je puisse prendre en charge avec les collègues de la technique ou bien avec l'équipe ici en interne s'il s'agit de questions liées au contenu à la formation. S'il vous plaît. Merci. Thank you. Thank you, dear Catherine. I just noticed on my end, translation is not on. I hope that even though I was speaking in English, that you heard me in French. For my French speakers. Yes? Okay, awesome. So we answered that live. And we have a comment from Boluem, the difference in inclusion. The difference in inclusion and digital technology understood. Okay, that's not, I'm trying to get the questions. Let's see, If there's any live questions, let me know. And Monday and I can answer them. Otherwise, I am just looking through the comments in the Q&A board. We have comments about thanking us for a insightful session. Thank you, thank you. Let's see, any questions, participants? Any questions? Don't be shy now. Any last minute questions? I will switch the sharing so that we get in parallel the assessment of the webinar, so that we can finish on time. But you can read and answer. It's just to switch the screen. Thank you. Oh, I'm sorry, say that again. You said, what about the screen? No, I said that I will switch the screen sharing so that we can basically make the assessment
while we answer the final question. Oh, yes, no problem, no problem. Over to you, Monday, no problem. All right. Alors, je vois une question Oui, ici. Comment faire je pour avoir le reviens certificat? ouais, je reviens en français. En fait, pour atterrir, on va, comme Wendy l'a suggéré, donc collecter s'il y a des questions et retours. Mais comme je dis d'habitude, ce qui ne se mesure pas ne peut s'améliorer. Donc, en parallèle, donc ce sera en 3 temps. Là, c'est d'abord avoir votre ressenti en 3 mots. Ensuite, on va faire un peu l'évaluation et la dernière partie, ce sera de manière plus globale pour les commentaires et feedback. Donc, je vous invite à vous reconnecter donc, sur la plateforme puisque à la fin de tout ça, c'est ça qui restera dans les rapports. Donc, combien de personnes étaient connectées, comment est-ce que vous avez vécu ces sessions, et c'est ce qu'on remettra à UNIDEP et qui permettra peut-être de développer des contenus beaucoup plus élargis, et ainsi de suite. Mais voilà, on ne peut pas le dire à votre place. Donc, c'est à vous, on va dire, sans filtre, de pouvoir communiquer avec nous et en particulier avec UNIDEP pour qu'ils aient une idée de votre satisfaction. Et après, comme je dis à la fin, on aura aussi droit au feedback et aux commentaires. Donc, je laisse quand même une trentaine de secondes pour que le maximum de gens puissent arriver. Ceux qui sont sur Zoom, donc, il suffit juste de reflasher ce QR code-là qui est à gauche ou de mettre sur votre navigateur, si vous êtes sur un ordinateur, ahaslide.com et le mot de passe, c'est UNIDEP quoi. Bien sûr, puisqu'on parle de statistiques et d'inclusivité, pour le coup, plus il y a de gens qui votent ou qui s'expriment et plus les avis qui seront en face de nous seront représentatifs de l'avis général de la salle. Donc, c'est très important. Donc, on va attendre quand même d'avoir encore quelques et maximum dans 5 minutes, on aura terminé. Juste le temps de collecter ces trucs-là. Et puis, on va redonner la parole, bien sûr, à Wendy si elle a un mot de la fin et en particulier Catherine pour clôturer cette série de 3 webinaires et s'il y a des informations peut-être à vous redonner, qu'elle puisse le faire. Donc, très bien. Donc, je pense qu'on en a pas mal. Donc, on va passer rapidement à l'évaluation. Je pense que pendant que on parlait, il y en a qui ont commencé à répondre à ces questions, mais ça ne dérange pas. Vous pouvez continuer à faire les votes. Donc, je laisse ouvert encore 30 secondes à 1 minute pour compléter. Donc, les questions qui sont posées sont à la droite. Donc, vous avez un curseur que vous poussez complètement à droite si vous êtes en désaccord, non, à gauche si vous êtes en désaccord et à droite si vous êtes parfaitement aligné. Et donc, ça va de 1 à 5. Il y en a 5. Le premier, c'est sur la qualité des contenus. Ensuite, la qualité des formateurs, l'interactivité, la satisfaction personnelle, donc suite à ce webinaire-là. Donc, en revenant vraiment à votre perspective. Ensuite, l'ambiance globale, le mood. Je répète, une séance en physique, en ligne ne remplacera jamais la chaleur d'une séance en physique, mais je pense qu'avec ces outils, on commence à avoir un peu plus de chaleur et puis voilà, de contribution. Donc, voilà, dans un monde parfait, on aurait eu encore 1 heure à 2 heures pour pouvoir vous laisser parler, poser des questions, ainsi de suite. Mais voilà, c'est le sens voilà, de ce processus. Et comme on l'a expliqué, par extension, après, dans la plateforme, il y a un forum de discussion, il y a tout un tas de choses. Tous les webinaires qui ont été faits, les replays seront partagés. Je pense que depuis hier, Catherine a commencé à vous donner les accès pour que vous puissiez revoir les replays. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui,
surtout dans la deuxième séquence, c'est que Wendy a pu faire le récapitulatif et puis après venir même évaluer en termes de connaissances qui ont été partagées et autres. Voilà. Comment est-ce que vous aviez, on va dire, évolué et ça permet de voir un peu comment est-ce que vous vous êtes approprié, disons, ces contenus. Donc, je vous décrypte rapidement. Donc, on a eu comme note pour la qualité des contenus 4,2 sur 5, ce qui est pas mal. La qualité des formateurs, on est au top, 4,4 sur 5, c'est à peu près 19 sur 20 pour ceux qui réfléchissent sur cette échelle-là. L'interactivité, on est à peu près à 4 donc sur 5. La satisfaction personnelle, 4,2. Donc, c'est pareil, c'est élevé. C'est à peu près 17 sur 20. L'ambiance et le mood, donc ça, c'est grâce à vous tous et on y a contribué un peu, on est à 4. Donc, je tiens à vous dire que sur les 2 présentations cumulées, on est au-dessus des 1700 réactions, donc entre les likes et les cœurs, ainsi de suite. Donc, c'est quand même extraordinaire. On est proche des 2000. Bon, il vous reste encore 5 minutes pour exploser le compteur de 1000. Et ça, je pense que ce sera un message envoyé à UNIDEP. Donc, il faut atteindre 1000 avant qu'on ne clôture. Je viens de vous lancer un challenge à la Gen Z et à tous ceux qui sont dans la salle. Voilà, vous avez reçu le message. Il faut, voilà. Sur la série des 3 webinaires, on est à une note de 4. Donc, on a commencé assez timidement avec, je pense, entre 40 et 50 participants la première fois, ou autour de 60. Et on a clôturé avec 2 fois plus. Donc, aujourd'hui, on était 125 à peu près. Donc, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir une photographie de chaque étape, mais c'est surtout de voir le film de manière dynamique. Quand on commence à 0 et qu'on termine à 125, ça montre qu'il y a un engouement. En temps normal, c'est après avoir vu les premières sessions, on a tendance à se dire, bon, c'est pas intéressant, je viens pas. Donc, si au troisième webinaire, on a le taux de fréquentation qui double, je pense que voilà, c'est à saluer et c'est à mettre, on va dire, vraiment à l'honneur de UNIDEP. Et comme l'a rappelé Catherine, il y a eu quelques couacs sur des questions et réponses qui peut-être avaient été mal calibrées. Mais voilà, il y a des correctifs qui ont été faits. Et comme en toute chose dans la vie, hein, tout est perfectible. Donc, on reste dans cette logique. J'aime bien dire aussi que le contenu est important, mais dans un voyage, après, on va se souvenir aussi, est-ce qu'on a démarré à l'heure et est-ce qu'on a terminé à l'heure? Le challenge vient d'être battu, on est à plus de 1100 fois 2, donc cumulé au deuxième support, on est à plus de 3000. Donc, merci à tout le monde. Donc, les notes sont importantes. Donc, je laisse la possibilité de laisser quand même vos commentaires, que ce soit en français ou en anglais. Et pendant qu'on reçoit ces contributions, c'est le bon moment pour moi de vous souhaiter une excellente semaine et puis de vous donner rendez-vous soit sur la plateforme ou par mail et peut-être sur une autre formation. Donc, ça nous laisse le temps pour ne pas trop déborder, de laisser à Wendy, ma collègue et co-animatrice de ce module, de vous dire son mot de la fin et surtout de donner après la parole à Catherine pour pouvoir faire le wrap-up et clôturer cette session et la série de 3 webinaires. Donc, voilà, Wendy, je te salue and you got the floor for your Yes, ending words, and then we switch to Catherine. Thank you. Thank you, Monday. My words are very short. I just want to thank you as our course director, as well as Catherine, Mamadou, and the entire administration, as well as the participants. It has been a pleasure working with you over the last few weeks, and will continue to be inside the platform engaging. This
is not the end, but the beginning of just more transformation. So let's continue the conversation. We are all experts in our own rights, and so I look forward to engaging with you even beyond the closure of this program. Okay, thank you so much. Catherine, over to you. Merci beaucoup, Wendy. Merci à l'équipe pédagogique qui a une partie de l'équipe pédagogique qui est ici avec vous, notamment Wendy et Maniaï. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui est behind the scene, ce qu'on ne voit pas, mes collègues de la technique, Mamadou, Charles, l'équipe des interprètes aussi. Et grand merci aux participants qui nous ont rejoints en masse, vraiment. Je tiens à vous rassurer, je vois les commentaires concernant le test du module 1. Je tiens à vous rassurer, ici en public, personne ne sera lésé. Je le répète, personne ne sera lésé. J'enverrai une communication à ce sujet d'ici la fin de la semaine. Des certificats seront disponibles. Je reçois beaucoup de messages à ce sujet. À la clôture du cours, nous allons ouvrir la plateforme, je l'ai dit au début du webinaire, jusqu'au 31 octobre pour permettre à tout le monde de se rattraper. Et je le répète, personne ne sera lésé à cause des couacs que nous avons vécus pour les tests du module 1. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde et à très bientôt. Je vous enverrai bientôt un message à travers la plateforme. Merci.